Ramsès II, c'est le plus imposant des pharaons, tant par sa stature de roi que par l'immensité de son œuvre architecturale. Il était le pharaon par excellence, diplomate, colonisateur, législateur, qui sut diriger un empire et qui fonda la capitale à l'est du Nil, Pi-Ramsès. Ramsès II est un des plus grands rois de l'histoire de l'Égypte. Il a vécu à la 19e dynastie au Nouvel Empire, au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Et ce qu'il considère comme un des rois les plus importants de l'histoire de l'Égypte ancienne, c'est qu'il a eu un des règnes les plus longs de l'histoire. Il a régné près de 63 ans. Et également, il est connu par ses nombreuses épouses, dont à la tête son épouse favorite, Néfertari. Et puis également ses grandes campagnes militaires. Son règne d'une exceptionnelle durée pour l'époque couvre à lui seul la moitié du nombre d'années que comprend la 19e dynastie. En plus de nombreux monuments qu'il a fait bâtir à travers tout le pays, il a fait sculpter de très nombreuses statues à son image et fait graver son nom sur presque tous les temples, dont notamment ceux d'autres pharaons. Cette quantité extraordinaire d'objets d'art et d'éléments architecturaux à son nom explique que l'on retrouve sa trace dans presque tous les musées du monde ayant un département d'antiquité égyptienne. Ramsès II est le fils de Séti Ier, un des grands conquérants de l'Égypte ancienne également, de la 19e dynastie. Si avec la 18e dynastie on connaissait Thoutmôsis III, on connaissait Hatshepsut, on connaissait Akhenaton, Aménophis III et bien sûr le fameux Toutankhamon, eh bien, à la 19e dynastie, on parle surtout du roi Ramsès II. Ramsès II, nous sommes à peu près au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Son nom d'intronisation est Ouserma Etra Setapenra, c'est-à-dire forte est la justice de Ra, l'élu du dieu Ra. Il a légitimé son accession officiellement, c'est le fils du roi, c'est le fils de l'épouse royale. Et si on doit parler d'un de ses aspects les plus importants en Égypte ancienne, qui est l'aspect de bâtisseur, eh bien on peut voir que partout en Égypte, Ramsès II nous a laissé des monuments. Si on commence par la capitale principale du Nouvel Empire, qui est Thèbes, Luxor d'aujourd'hui, eh bien, il a fait de très grandes constructions dans le site le plus important de Thèbes, qui est Karnak. Il a fait des rajouts dans le petit temple de Luxor. Il a eu son temple funéraire, ce qu'on appelle le temple de millions d'années sur la rive ouest de Thèbes, du côté de la vallée des rois, et bien sûr son tombeau dans la vallée des rois. Mais à côté de tout ça, si Thèbes était la capitale religieuse, il n'a pas hésité à aller s'implanter aussi en Nubie. La Nubie, qui était un territoire indépendant à l'époque pharaonique, mais à un certain moment, elle était sous la domination égyptienne. Et les rois égyptiens ont voulu montrer ou prouver leur présence en Nubie en faisant des constructions, en érigeant des édifices importants. Ramsès II n'était pas le premier roi à avoir érigé des constructions en Nubie. Certains rois du Moyen Empire déjà l'avaient précédé et également Aménophis III à la 18e dynastie. Ramsès II, la Nubie l'appelait et il a voulu montrer qu'il était le roi, principalement le roi non seulement de l'Égypte mais également de la Nubie. Il a construit en Nubie 6 temples. Si on doit les compter ensemble, nous avons les 2 temples d'Abou Simbel, le grand temple et le petit temple d'Abou Simbel. Nous avons le temple de Wadi Souboua, nous avons le temple de Der, de Bet El Wali et le 6e temple, le temple de Gerf Hossein.
pendant ses conquêtes, à faire construire des forteresses tout le long de sa route qu'il prenait pour aller vers l'Asie. Cette route qu'on appelle la route d'Horus, ou pour être plus exact, les routes d'Horus, parce que nous avions plusieurs routes qui se retrouvaient parallèles à la Méditerranée, tout le nord, ou sur tout le long du nord du Sinaï. À côté de ça, si nous quittons Alexandrie pour aller vers l'ouest, sur la nouvelle route de l'Alamin, et avec les grandes résidences touristiques et estivales sur la côte nord, eh bien aussi nous avait laissé quelques forteresses, dont une très importante à l'ouest d'Alexandrie. Donc ça c'est au niveau de la construction ou des constructions de Ramsès II, partout, quel que soit l'endroit. Il n'a pas hésité à rajouter son nom et c'est pour cela que beaucoup l'ont appelé l'usurpateur parce qu'il avait rajouté son nom. Mais à mes yeux, Ramsès II a été également un très grand constructeur. Ramsès II, si on dit Ramsès II, on dit deux choses importantes. Néfertari, son épouse principale, sa première épouse, et Abou Simbel. Néfertari, si je parle de Néfertari, pour montrer à quel point elle avait une place très importante aux yeux de Ramsès II, c'est qu'elle a eu droit à un temple. Habituellement, on est habitué à avoir un temple dédié à une divinité. Ramsès II, comme certains de ses prédécesseurs, comme Amenophis III ou Séti Ier, s'est fait diviniser. Il a eu droit à un culte. Mais construire un temple pour son épouse, c'était quelque chose de nouveau. Même si Amenophis III, la 18e dynastie, avait fait pareil pour son épouse, la reine Ti. Et donc Néfertari a eu droit à un temple d'Abou Simbel, mais également elle a eu droit à une superbe tombe, un très beau tombeau dans la vallée des Reines, qui est d'ailleurs l'un des plus beaux tombeaux de toute la rive ouest, que ce soit au niveau de la vallée des Rois ou de la vallée des Reines. Si on en vient maintenant au temple d'Abou Simbel, ou plus exactement, si je dis Ramsès II égale aussi Abou Simbel, c'est grâce à cette campagne qui a été menée à la fin des années 50, début des années 60, pour le sauvetage des sites archéologiques de la Nubie. Une grande égyptologue française, Madame Christiane Desroches-Noblecourt, décédée il y a quelque temps, a pris l'initiative et lancé un appel pour sauver les temples du Nil. Et les temples d'Abou Simbel, les deux temples d'Abou Simbel, sont exceptionnels par le fait que ce sont des temples en hémispéos. Hémispéos, c'est-à-dire creusés dans la montagne. Ils ne sont pas les premiers temples creusés dans la montagne. Certains prédécesseurs à Ramsès II, certains aïeux de Ramsès II ont construit ou ont fait creuser des temples. Mais ce sont les plus importants, les plus grandioses. Avec la construction du haut barrage, le début de la construction du haut barrage à la fin des années 50, la Nubie était menacée. On savait que le peuple nubien devait être déplacé, ils ont été obligés d'être déplacés. D'ailleurs, ils avaient commencé à bouger depuis la construction de l'ancien barrage, le réservoir d'Assouan. Mais également, ils étaient obligés d'être déplacés à cause de la construction du haut barrage. Il y avait également quelque chose de très important qu'il fallait déplacer, c'est les sites archéologiques, les vestiges archéologiques, les monuments archéologiques qui se trouvaient en Nubie. Car il faut savoir que la Nubie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était un territoire indépendant. Ils avaient leur propre civilisation qui était en parallèle avec la civilisation égyptienne. Ils avaient des villes entières, des nécropoles, des tombes, mais également les rois égyptiens sont venus et ont érigé leurs temples, comme Abou Simbel, comme Ramsès II et ses différents temples. Abou Simbel, comme c'était le site le plus grandiose, le plus important, et c'est par lui qu'on a commencé le sauvetage, c'est de là qu'il a pris cette renommée, pas simplement au niveau local, mais ni national,
mais international. Madame Noblecourt a parlé au président de la République égyptienne de cette époque, le président Nasser, et elle lui a dit « Je me fais garante du sauvetage de ces temple. La France, à la fin, a accepté, et puis l'UNESCO, comme c'était un organisme encore naissant, était très intéressé par ce projet. Il a lancé l'appel à ses différents membres. Les membres de l'UNESCO ont été intéressés, plusieurs projets ont été proposés, et à la fin, trois projets avaient été choisis, et c'est le troisième qui a coûté le moins cher, qui était le plus dangereux. C'était celui de découper les temples et de les déplacer. Ce n'était pas de démonter. Démonter, c'est très facile d'enlever les blocs, mais là, c'était de découper les temples, c'était plein d'étapes. Et donc, ils ont commencé en 1963 pour terminer en 1972. Ça a pris 9 ans et ça a été un travail monstrueux, très médiatisé pour cette époque, et c'est d'ailleurs toujours resté. Et jusqu'à aujourd'hui, n'importe quel touriste qui vient pour la première fois en Égypte, la première chose, ou une des choses les plus importantes qu'il doit visiter, c'est le site d'Abou Simbel, qui se trouve en plein désert, à 280 km au sud d'Assouan. Mais on n'hésite pas à se réveiller à 3 h du matin, 2 h 30 du matin pour partir pour aller le voir. Lorsqu'il monte sur le trône, il hérite d'une situation intérieure et internationale bien plus enviable qu'au début de la 19e dynastie. Les actions de son grand-père Ramsès Ier et de son père, tous deux de brillants généraux et chefs d'armée, ont eu pour résultat de restaurer la puissance de l'Égypte. Cependant, cette politique de conquête et d'expansion se heurtait depuis plusieurs décennies à un adversaire de taille, l'Empire hittite, qui contrôlait un vaste territoire depuis l'Anatolie jusqu'à l'Euphrate. Ramsès II, s'il a été un très grand bâtisseur, il a été également un très grand guerrier. Et une des guerres ou une des batailles qu'il a menées, connue dans l'histoire de l'humanité, c'est la bataille de Kadesh. Une bataille menée contre les Hittites, qui venaient du territoire des Hittites, c'est-à-dire le sud-est de la Turquie d'aujourd'hui. D'ailleurs, quelques références à cette bataille sont exposées dans le musée archéologique d'Ankara. La bataille de Kadesh, ça a été une des batailles les plus importantes de l'histoire égyptienne, mais également l'histoire de l'humanité. Elle nous parle d'un roi vaillant, conquérant, qui veut revenir aux anciennes frontières qui avaient été situées créées par Toutmose III à la 18e dynastie. À la fin de la 18e dynastie, dans les pays de l'Asie d'aujourd'hui, c'est-à-dire la Syrie, le Liban, la Phénicie, dans ce secteur du Moyen-Orient qu'on appelle aujourd'hui Moyen-Orient, eh bien, il y avait toutes sortes de tribus, d'ethnies qui s'étaient alliées pour mener des batailles contre l'Égypte, car ils savaient qu'avec l'accession sur le trône de Ramsès II, après la mort de son père Séti Ier, qui a été également un grand roi, eh bien, il fallait essayer de lui barrer la route pour ne pas qu'il vienne. Et donc, il a décidé, lui, de mener cette bataille contre les Hittites, et elle va se dérouler dans une ville qu'on appelle Kadesh. Et on voit dans un texte, gravé partout sur ces temples, que ce soit au temple de Luxor, Karnak, Ramesséon, partout, ce texte qu'on appelle le poème de Pentaour, qui nous raconte la bataille de Kadesh, comme quoi il a commencé à parler à son père divin, le dieu guerrier, le dieu de la guerre, Montou, c'était le dieu de la guerre très important à Thèbes à cette époque-là, pour lui dire qu'il est seul et qu'il demande son aide. Alors bien que Ramsès II ait perdu cette bataille aux yeux des Hittites,
mais il était le vainqueur à ses propres yeux. Il a voulu montrer sa bonne foi. Et c'est pour cela que des va-et-vient, comment on appelle ça, des émissaires de part et d'autre voyageaient entre l'Égypte et vers le pays ou vers les Hittites. Et à la fin, pour montrer donc sa bonne foi, ils ont signé le premier traité de paix dans l'histoire de l'humanité. Ce traité de paix qui est gravé sur une stèle à Abou Simbel, d'accord? Et pour couronner ce traité de paix, eh bien Ramsès II a épousé une des princesses hittites qu'il a nommée grande épouse royale. Et avoir ce titre de grande épouse royale n'était pas donné à n'importe quelle épouse. Ramsès II est mort assez âgé, très âgé, il avait 96 ans, quelque chose comme ça. Donc il est mort d'une mort naturelle. Il n'a pas été tué comme certains rois, il n'a pas été assassiné comme pour certains autres. Et sa momie a été découverte à la fin du 19e siècle dans la fameuse cachette de Deir el-Bahari avec les autres momies royales. Et on l'a trouvée dans un assez bon état de conservation. Quand on regarde cette momie qui est partie, ou qui a été envoyée en France pendant les années 70, qui a été reçue comme un chef d'État, et la garde républicaine française l'a accueilli à sa descente d'avion comme un chef d'État, la momie a subi quelques études. Et aujourd'hui, elle se trouve exposée dans la salle des momies du musée du Caire. Beaucoup d'hypothèses ont été formulées, ont été présentées pour essayer de deviner qui est le fameux pharaon de l'Exode. Jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas sûr à 100% comment on appelle ça, de la personnalité ou du roi qui aurait poursuivi Moïse et son peuple. Les dernières hypothèses montrent ou sont encore discutables, mais elles présenteraient que Ramsès II aurait été un des rois sous lequel Moïse aurait vécu. C'est-à-dire que Moïse aurait vécu sous le règne de Ramsès II, mais également de son fils et successeur, son 13e fils, Merempetah. Et c'est pour cela que beaucoup de gens sont plus ou moins d'accord ensemble que celui qui a poursuivi Moïse et son peuple serait Merempetah et non pas Ramsès II. Mais pour dire à 100% que c'est lui, c'est toujours discuté. Depuis une dizaine d'années, l'Égypte, avec son ancien régime, voyait qu'il était nécessaire d'avoir un musée beaucoup plus important que le grand musée de la place El-Tahrir au Caire. Il est vrai que le musée de la place El-Tahrir, le musée du Caire, c'est un capharnaüm avec des objets mis et présentés partout, n'importe comment, et les vitrines sont remplies d'objets. D'une seule vitrine, on peut faire toute une salle dans un simple musée. C'est pour cela qu'ils ont décidé donc
de faire un musée beaucoup plus important. Et d'ailleurs, 2 projets ont été présentés. Ils ont dit, au lieu de faire un musée supplémentaire, on va en faire 2. Donc il y aura le musée de la civilisation qui lui regroupera des objets de toutes les périodes jusqu'à notre époque moderne. Et puis le grand musée du Caire qui se trouve juste au périphérique de la ville du Caire, pas très loin du site des pyramides. À cette époque, au moment donc où ils ont commencé à mettre en route ce projet, le secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités de cette époque-là, Dr Zahi Hawass, a voulu qu'à l'entrée du musée, il y ait quelque chose de tout particulier, comme ils ont fait devant la bibliothèque d'Alexandrie, où ils ont érigé un des colosses de Ptolémée qu'ils avaient découvert au fond de la mer pendant les fouilles sous-marines de Jean-Yves Empereur. Et ils ont donc décidé de mettre à l'entrée, ou d'ériger à l'entrée de ce musée, le colosse de Ramsès II, qui se trouve depuis les années 50 devant la gare centrale du Caire. Et d'ailleurs, la place sur laquelle a été exposé ce colosse a été baptisée à cette époque-là la place de Ramsès. Ça a été un moment très intéressant pour nous de voir comment ils allaient déplacer ce colosse sans le briser. Ils avaient tout préparé donc dans cette caisse, cette immense caisse, en fixant le colosse de granit et le déplacer pendant des heures en prenant son chemin, sa route le long de la corniche, traversant le pont de Mounib au sud du Caire et continuons la route vers son nouvel emplacement. Depuis 2006, depuis le mois de juillet 2006, nous sommes aujourd'hui au mois d'octobre 2011. Et bien jusqu'à maintenant, le colosse se trouve dans sa boîte de fer, à côté du bâtiment administratif qui avait été construit il y a une dizaine d'années pour le futur musée qui n'a jamais été encore, ou qui n'a pas encore été toujours mis en place. Un des points les plus importants aussi d'Abou Simbel représente deux dates très importantes chaque année. Le 22 octobre et le 22 février, au lever du soleil, le temple se trouve sur la rive ouest et donc il est dirigé vers le lever du soleil. Donc au lever du soleil, le 22 octobre et le 22 février, le soleil en se levant pénètre dans le sanctuaire. Et dans le sanctuaire, vous avez 4 statues de divinités. Si vous regardez ma main, vous allez voir de gauche à droite le dieu Ptah, un dieu créateur, dieu des ténèbres, le dieu Amon-Ra, le dieu principal de Thèbes, Ramsès II lui-même, qui s'était divinisé, et le dieu Rahor-Akhti, à qui est officiellement dédié le temple. Donc le 22 février et le 22 octobre, au lever du soleil, le soleil en arrivant éclaire successivement Amon-Ra, Ramsès II, Rahor-Akhti, laissant le dieu Ptah, le dieu des ténèbres, dans les ténèbres. Pendant 18 minutes, ce phénomène se fait. Autrefois, quand il était à son ancien emplacement, à 60 mètres plus bas, eh bien c'était le 21 octobre et le 21 février. Donc au moment où ils ont déplacé le temple, ils les ont surélevés
de 60 mètres vers le haut et 200 mètres vers l'ouest, il y a eu un petit changement. Et beaucoup se demandent que représentent ces deux dates. 22 février et 22 octobre, on entendait souvent dire que c'est la date de naissance et la date d'intronisation, ce qui est totalement faux. C'est un système d'équinoxe par rapport au soleil. À Abou Simbel, nous sommes au sud, où en allant vers Abou Simbel, nous traversons le tropique du Cancer. Et donc, un système d'équinoxe fait que, au lever du soleil, si vous laissez un objet, eh bien, il va être éclairé 2 fois par an. D'accord? Mais ce qui est vraiment le plus intéressant et le plus énigmatique dans tout ça, dans ce phénomène, c'est comment ils ont pu calculer que au lever du soleil ou qu'au lever du soleil, seulement la statue d'Amon-Ra, de Ramsès II et de Ra-Arti soit éclairée, laissant celle du dieu Ptah, le dieu des ténèbres, dans les ténèbres. C'est toujours le grand point d'interrogation, la grande question qu'on se pose. Et c'est un phénomène unique, mais qui voit des visiteurs par milliers chaque année, le 22 octobre au matin et le 22 février au matin.